L'océan cache un monde étonnant, allant d'une ville perdue à une ancienne épave. Voici 15 secrets qui attendent d'être découverts. Numéro 15. Temple sous-marin. Les temples jardins sont de belles constructions dédiées à la dévotion envers des êtres supérieurs, et sont répartis dans le monde entier. Bien qu'il soit normal de trouver ces temples sur la terre ferme, l'idée que l'un d'eux soit submergé sous la mer laisse supposer qu'un incident s'est produit. Mais dans ce cas étrange, le temple a été construit délibérément sous les vagues. Le jardin du temple sous-marin de Bali, en Indonésie, contient un complexe de temples hindous balinais. Il a été construit en 2005 et est l'œuvre de l'Australien Chris Brown, biologiste marin et cinéaste sous-marin, connu pour son travail dans la création de récifs artificiels et de sculptures sous-marines. Il vit depuis plusieurs années dans la baie de Pamuturan, à l'ouest de Bali. En plus d'être un beau spectacle et un foyer pour la vie marine locale, le jardin sous-marin du temple attire également des plongeurs curieux qui contribuent au projet des jardiniers de récifs. Dans le cadre de leur visite, ce don est remis à des pêcheurs locaux sans emploi, qui sont formés à l'entretien du corail local. Cela signifie que le jardin sous-marin du temple est un créateur d'emplois pour les communautés locales et sert à sensibiliser à l'importance de la conservation marine, en plus d'être un lieu de beauté, de tranquillité et de pittoresque à Bali. Numéro 14. Le monument de Yonaguni. Le monument de Yonaguni, situé au large de l'île de Yonaguni, au Japon, est une structure sous-marine qui a suscité de vifs débats et spéculations parmi les archéologues, géologues et historiens, depuis sa découverte par Kiyashiro Arataki, lors d'une plongée en 1986. Considéré par certains comme une formation artificielle, le monument de Yonaguni se compose d'énormes blocs de pierre disposés en une série de terrasses, marches et piliers sur le fond marin. La finalité et l'origine du monument de Yonaguni restent sujettes à débat, et de nombreuses idées ont été proposées pour expliquer ses caractéristiques mystérieuses. Selon certains scientifiques, la structure est un phénomène géologique naturel, sculpté au cours de milliers d'années par l'activité tectonique, le vent et l'érosion de l'eau. Ils citent des formations rocheuses, submergées comparables d'autres parties du monde, comme preuve des origines naturelles du monument. D'autres, en revanche, affirment que le monument de Yonaguni montre clairement des preuves de l'habileté humaine, comme ses sculptures précises, et ses bords droits, et angles parfaits. Ils soutiennent que les éléments architecturaux sophistiqués de l'édifice et sa disposition symétrique indiquent une création délibérée par des sociétés préhistoriques, qui remonteraient possiblement à des milliers d'années. Les défenseurs de la théorie artificielle soutiennent que le monument de Yonaguni pourrait avoir fonctionné comme lieu cérémoniel, temple religieux, ou même comme partie d'une civilisation perdue, qui a existé pendant la dernière glaciation, lorsque le niveau de la mer était plus bas. Cependant, sans preuve concluante pour soutenir l'une ou l'autre des hypothèses, la véritable nature du monument de Yonaguni reste un mystère. Numéro 13. Calmars vampires, trouvés sous l'eau. Les calmars vampires sont des céphalopodes qui ont la forme, la taille et la couleur d'un ballon de football. Le nom de vampire a été donné à ces petits calmars en raison de leur coloration sombre, rouge sang, la couleur de leurs yeux, qui est parfois bleu selon l'éclairage, et ce qui semblait être des épines sur les tentacules. Cela a donné lieu à la fausse idée qu'il aspirait le sang de ses victimes. Mais il ne boit pas de sang, et ne se suspend pas la tête en bas dans une grotte. Il rôde à 1000 mètres sous le niveau de la mer. Le calmar vampire n'est même pas un calmar, ni même une pieuvre. C'est un type spécial d'animal qui appartient à un groupe unique appelé Vanchyromorphida. Lorsque le calmar vampire retourne sa quête pour montrer de grandes épines à l'intérieur, c'est juste pour faire semblant, car ce n'est pas une créature prédatrice. Et, en fait, il est relativement inoffensif, à moins qu'il ne s'agisse de matière végétale, ou animal qui passe flottant près de lui. Le calmar vampire n'expulse pas d'encre lorsqu'il se sent menacé, comme on pourrait le supposer. Cela est dû à l'obscurité de son environnement, ce qui le rend inutile. À la place, il expulse une substance incolore contenant du matériel bioluminescent, qui s'agite dans l'environnement sombre de la zone mésopélagique, effrayant son ennemi. Le calmar vampire produit également de la lumière aux extrémités de ses bras comme moyen de défense, mais aussi potentiellement comme une forme de communication dans son environnement noir comme du charbon.
Le calmar vampire pourrait également se retourner pour éviter ses prédateurs. Et bien que la plupart des céphalopodes ne puissent pas survivre en dessous de 50% de saturation en oxygène, le calmar vampire a trouvé le moyen de s'adapter à ces conditions. Ils attendent d'être découverts. Numéro 12. Crucifix de 3 mètres. Submergé sous 6 mètres d'eau et de glace au fond de la baie de Little Traverse du lac Michigan, une croix en marbre blanc de 3 mètres 30 avec une statue grandeur nature de Jésus-Christ crucifié est visible pour les curieux qui s'aventurent dans la baie glacée en hiver. Le crucifix a été fabriqué en Italie, en 1956, à la demande d'une famille en deuil, après la perte tragique de leur fils de 15 ans, dans un étrange accident avec une arme à feu. Pesant presque 1 tonne, il est arrivé à l'église locale après son long voyage avec des dommages inesthétiques, y compris un bras cassé, et a été jugé inapproprié pour honorer leur fils défunt. À la place, le crucifix a été vendu en 1962 à un plongeur local du Superior Marine Diver Club, qui l'a immergé à 15 mètres de profondeur, au milieu de la petite baie de Travers, en hommage à un plongeur noyé. Plus de 20 ans plus tard, le crucifix a été déplacé à l'intérieur des terres, jusqu'à son emplacement actuel dans la baie, à environ 240 mètres de la côte. En 1986, le président du club de plongée de la baie de Little Travers a décidé d'inaugurer une visite hivernale annuelle à la statue immergée, au cours de laquelle les plongeurs entretiennent la statue et placent des lumières sous-marines autour, pour améliorer la visibilité. La plus grande visualisation a eu lieu en 2015, lorsque plus de 2000 personnes se sont rassemblées sur la glace. Ce n'est qu'en mars 2019, lorsque les conditions ont été suffisamment agréables, qu'une autre visite a pu être organisée. Un trou a été découpé dans 1,50 m de glace pour avoir une vue claire de la statue, ce qui a attiré environ 1200 curieux. Numéro 11. Cercle de culture sous-marin. Dans certaines zones de l'océan, les plongeurs savent chercher les cercles de culture sous-marins, des dessins symétriques ornés taillés temporairement dans le fond sablonneux de la mer. Mais depuis 1995, lorsqu'ils ont été découverts pour la première fois au Japon, personne n'a été capable d'expliquer ces phénomènes. Maintenant, le mystère a été résolu. Les poissons globes sont les coupables. L'équipe de chercheurs responsable de la découverte a déclaré que les énormes structures géométriques jouent un rôle dans les rituels d'accouplement de cette espèce. D'abord écartés comme de simples anomalies, ces agroglyphes sous-marins et leur relation avec les poissons globes n'ont pas tardé à attirer l'attention des chercheurs désireux de percer les mystères de leur création. Grâce à une observation et une analyse minutieuse, les scientifiques ont découvert que les motifs complexes ont une double fonction. Ils ne servent pas seulement de démonstration élaborée de parades nuptiales, mais ils aèrent également et oxygènent le sable environnant, créant un environnement plus accueillant pour les œufs, pondus par les femelles poissons globes. Les mâles créent les structures pour attirer les femelles. Les mâles agitent laborieusement leurs nageoires, tout en nageant sur le fond marin, ce qui produit des sédiments altérés et des motifs circulaires étonnants. Bien que les poissons ne mesurent qu'environ 15 cm, les formations qu'ils créent mesurent environ 2,50 m de diamètre. Le poisson globe met entre 7 et 9 jours pour construire les cercles. Bien que d'autres poissons construisent des monticules de reproduction, la création du poisson globe est unique pour plusieurs raisons. Premièrement, il s'agit de crêtes et de vallées alignées radialement à l'extérieur du nid. Deuxièmement, le mâle décore ses crêtes avec des fragments de coquillage. Troisièmement, le mâle recueille des sédiments fins pour donner à la formation résultante un aspect et une couleur distinctifs, explique Kawase. Les femelles basent leur décision de s'accoupler ou non avec un mâle sur ses compétences en construction. Bien que les chercheurs ne comprennent pas encore exactement ce que les femelles recherchent dans leur modèle circulaire idéal. Si tout se passe bien, la femelle pondra ses œufs au centre du cercle. Et ensuite, comme la plupart des poissons, les mâles les féconderont extérieurement. Il est possible que ce soit seulement le sable fin que recherchent les femelles, et non les motifs complexes, ou la symétrie de la formation. Numéro 10. Cimetière sous-marin de pneus. De 1967 à 1973, entre 1 et 2 millions de pneus ont été déversés dans l'eau dans le but de créer un récif artificiel, le Osborne Tier Reef. Selon la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, les pneus
étaient regroupés par 8 avec des attaches en plastique conçues pour ne pas rouiller ni se corroder dans l'eau, et étaient lâchés à des profondeurs de 19 à 20 mètres entre deux voies de récifs coralliens parallèles à la plage. Malgré les bonnes intentions, ce qui était censé être un récif est devenu essentiellement un cimetière sous-marin inhabité pour les grands anneaux de caoutchouc. En 1974, l'année suivant le dernier déversement de pneus, une étude a démontré qu'il y avait plusieurs problèmes. Selon la commission, les pneus migraient sur une vaste zone en raison de la profondeur de l'eau, des courants forts et du déversement désordonné. De plus, l'inexactitude des contrôles de navigation a entraîné un mauvais placement des pneus, ce qui a fait que certains ont atterri sur le tractus récifal et l'ont endommagé. Beaucoup des bandes plastiques se sont rompues lors du levage des ballots empilés sur la barge. Et certains des pneus avec ceinture en acier qui n'ont pas pu être perforés ont emprisonné de l'air et ont flotté au lieu de couler au fond marin, comme prévu. Au cours des 2 dernières années, les plongeurs ont commencé à retirer ces pneus du fond marin, car ils ont évidemment causé plus de mal que de bien. Numéro 9. Machine à vapeur sous-marine. Nous avons tous entendu parler de cimetières de train, mais avez-vous entendu parler d'un qui se trouve sous l'eau? Regardez ça. Au large des côtes du New Jersey, il y a un cimetière sous-marin de train. À 27 mètres de profondeur, reposent 2 locomotives qui ont été perdues dans les années 1850. Paul Epley a découvert ce cimetière par hasard. En 1985, il cartographiait le fond de l'océan avec un magnétomètre. L'appareil, en passant au-dessus du cimetière, a détecté les 2 énormes objets métalliques qui se sont avérés être les trains. Malgré la turbidité de l'eau, les experts ont examiné les trains dans leur lieu de repos aquatique. Les locomotives semblent être des modèles planétaires rares de la classe 222T. Un modèle qui n'a été fabriqué que pendant une courte période, en raison du fait malheureux qu'ils sont devenus obsolètes presque aussitôt qu'ils ont été fabriqués. Cependant, ce qui reste un mystère, c'est comment les 2 locomotives à vapeur ont pu couler. Il n'y a aucune trace historique de leur perte. En fait, il n'y a aucune trace de leur construction. Il se pourrait que les registres contenant ces détails aient été perdus ou détruits dans un accident, ou peut-être, l'ont-ils jamais existé en premier lieu. Les explorateurs croient que les machines ont été perdues lors d'une tempête à 8 km de la côte de Long Branch, New Jersey, alors qu'elles étaient transportées de Boston vers l'Atlantique central. Quoi qu'il en soit, elles ont fini par reposer à leur emplacement actuel. Le résultat final est que les 2 locomotives sont immergées depuis 160 ans et sont couvertes de rouille et de balanes. Malgré cela, elles semblent être extraordinairement bien conservées. Numéro 8. La rivière sous-marine cachée du Yucatan. L'océan est un endroit immense. Si immense qu'il est essentiellement une autre planète comparée à la vie en surface. Tandis que ton esprit vagabonde vers des créatures à l'apparence étrange. Et des trésors du passé. En imaginant ce qui pourrait se trouver au fond, un fleuve sous-marin ne vous viendrait probablement pas à l'esprit. On pourrait supposer que c'est impossible. Le cénote Angelita de la péninsule du Yucatan abrite des trésors incroyables, allant d'artefacts mayas à d'anciens sacrifices humains, en plus d'une rivière sous-marine. Les 29 premiers mètres du cénote Angelita contiennent de l'eau douce, tandis que la rivière sous-marine est composée d'eau et de sulfure d'hydrogène, beaucoup plus lourd. Le point de rencontre de ces 2 densités donne lieu à un brouillard sec et glacial, appelé halocline, qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Avec les eaux en dessous enveloppées de brouillard, cette rivière sous-marine reste séparée du reste de l'océan, de manière similaire à la façon dont l'eau et l'huile restent séparées lorsqu'on les place dans le même verre. Numéro 7. Le canon du pirate Barbe Noire. Barbe Noire, également connu sous le nom d'Edward Teach, était l'un des pirates les plus infâmes de l'âge d'or de la piraterie, au début du XVIIIe siècle. Sa réputation redoutable et son apparence particulière, ornée de mèches allumées sous son chapeau, inspiraient la terreur dans le cœur de ses victimes. Il opérait dans les eaux des Indes occidentales et sur la côte orientale des colonies américaines, pillant des navires et des établissements côtiers. En novembre 1718, une expédition navale dirigée par le lieutenant Robert Ménard fut envoyée pour le capturer ou le tuer. Ménard et ses hommes affrontèrent l'équipage de Barbe Noire dans une bataille féroce au large de l'île d'Ocracoke, en Caroline du Nord.
Malgré son combat courageux, il subit des blessures mortelles, et sa tête fut exhibée comme trophée, marquant la fin de son règne de terreur. Récemment, les archéologues ont fait une découverte importante liée à lui. Un canon qui est supposé avoir appartenu à son navire amiral, le Queen Anne's Revenge, qui s'est échoué au large de la Caroline du Nord en 1718, a été retiré de sous l'eau. Après presque 3 siècles sous l'eau, le canon est resté encapsulé dans une carapace de sable, de sel et de créatures aquatiques semblables à du ciment. Les chercheurs pourraient mettre des années à savoir ce qu'il contient exactement. En plus du canon, cette arme de 2 mètres de long et pesant 900 kg, élevée au-dessus de la surface de l'eau, a fourni aux archéologues et historiens plus de munitions pour séparer les faits de la légende autour du célèbre pirate Barbe Noire. Actuellement, de nombreuses études sont en cours sur la construction, l'origine et l'utilisation des canots. Cela implique des analyses détaillées, des efforts de conservation pour les préserver, et de nouvelles recherches sur leur signification historique. De plus, les canots peuvent être exposés dans des musées pour éduquer le public sur la piraterie et l'histoire maritime. Numéro 6. Le requin lutin. Le requin lutin est une espèce fascinante qui vit en pleine mer, depuis près de la surface, jusqu'à des profondeurs d'au moins 1300 mètres. Comme beaucoup d'espèces des profondeurs marines, les scientifiques pensent que les requins lutins ne s'approchent de la surface que la nuit, et passent la majeure partie de leur vie dans l'obscurité. L'espèce se distingue par son apparence intimidante, et sa capacité à désarticuler complètement ses mâchoires lorsqu'elle se nourrit. Les caractéristiques physiques les plus remarquables du requin lutin sont solomisoué, ses dents. Le rostre est couvert d'organes spéciaux, qui aident ces requins à localiser leur proie dans la faible lumière de leur habitat préféré, en détectant le champ électrique créé par d'autres poissons. Les dents sont longues et écailleuses, et le requin lutin est l'une des rares espèces de requins, dont les dents sont visibles lorsque la bouche est complètement fermée. En d'autres termes, les requins lutins n'ont pas assez de place pour tous leurs dents dans la bouche. Les requins lutins vivants n'ont été observés que rarement, et presque jamais filmés, donc la plupart des connaissances que les scientifiques ont de cette espèce proviennent de captures accidentelles dans des pêcheries ciblant d'autres espèces. On pense qu'ils sont des prédateurs actifs, et qu'ils capturent certains poissons, ainsi que des calmars et des crustacés pélagiques. Lorsqu'ils chassent, ils identifient leur proie sous leur rostre sensible, et étendent leur mâchoire loin de la bouche pour attraper ce qu'ils trouvent. Quand ils se nourrissent de cette manière, ils semblent plus sortis d'un film d'extraterrestre qu'un requin. Le requin lutin est une découverte surprenante sous l'eau en raison de sa rareté. Les scientifiques sont également fascinés par ses caractéristiques uniques, et par la façon dont il survit dans les profondeurs de l'océan, ce qui en fait une découverte sous-marine extraordinaire. Numéro 5. L'épée du croisé. Une épée qui a été découverte par un plongeur au large des côtes du nord d'Israël en 2021, probablement perdue par-dessus bord lors d'une féroce bataille navale, entre croisés et résidents musulmans des villes côtières. Il y a environ 800 ans, les archéologues ont annoncé dans un article publié qu'elle était incrustée de coquillages, de sable et de micro-organismes durcis. Également appelée croûte biogénique, cette croûte a préservé l'épée pendant des siècles, car le fer a tendance à s'oxyder et à se désintégrer dans l'eau salée. Mais la lourde couche de coquillages et de sable rendait difficile pour les experts d'examiner l'épée de plus près. L'autorité des antiquités d'Israël s'est associée au centre de recherche nucléaire de Sorek pour utiliser une technologie de pointe de radiographie au rayon X afin de pénétrer visuellement la croûte et de créer une simulation de l'épée. Lors des premières recherches sur l'épée, la croûte s'est fissurée, révélant et séparant une grande partie de la lame en fer. Les chercheurs ont décidé de continuer à étudier l'épée par des procédés non invasifs, en utilisant uniquement les rayons X. Les archéologues pensent qu'il est presque certain que l'épée a été perdue par-dessus bord lors d'une bataille, car la lame était légèrement pliée, et la garde était désalignée. Tout indique que cette épée est tombée à l'eau pendant un combat. Cette arme était probablement une épée européenne avec une lame du XIIe siècle et un pommeau, ou une poignée, du XIIIe siècle. Numéro 4. Avion de la Seconde Guerre mondiale. En 2018, une équipe d'experts plongeurs archéologues a fait la une des journaux avec sa découverte remarquable dans les profondeurs de la mer de Corail, au large de la côte et de l'Australie.
Leur découverte. Un rare avion de la Seconde Guerre mondiale reposant à près de 3000 mètres sous la surface a captivé l'imagination des historiens et des passionnés. Cette découverte représente bien plus qu'une simple relique engloutie, ou la récupération d'un avion. Elle a également offert de nouvelles perspectives sur les événements qui se sont déroulés pendant la guerre. Peu après la découverte initiale, les chercheurs ont révélé que le site servait également de dernière demeure pour plusieurs soldats qui ont péri dans l'accident. L'un des facteurs clés du succès de l'expédition est l'utilisation de technologies avancées. Des équipements sonars de dernière génération, aux véhicules télécommandés, les plongeurs se sont appuyés sur des outils qui les ont aidés dans leur découverte. De plus, la découverte de l'avion de la Seconde Guerre mondiale a suscité un intérêt renouvelé pour l'archéologie maritime, inspirant les chercheurs à approfondir les mystères des profondeurs océaniques. Numéro 3. La ville perdue d'Héracléon. La ville perdue d'Héracléon, qui fut autrefois le plus grand port d'Égypte, a été découverte sous les eaux après plus de 2000 ans, en l'an 2000. Ses débuts légendaires remontent au XIIe siècle avant Jésus-Christ, et elle a de nombreux liens avec la Grèce antique. Florissante déjà à la fin de l'époque des pharaons, la ville a été détruite avec le temps, affaiblie par une combinaison de tremblements de terre, de tsunamis et de montée du niveau de la mer. Selon les archéologues, à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, probablement après une grave inondation, les bâtiments monumentaux d'Héracléon se sont effondrés dans les eaux. Certains de ses habitants sont restés dans ce qui restait de la ville pendant l'époque romaine et le début de la domination arabe. Mais à la fin du 8e siècle après Jésus-Christ, le reste d'Héracléon s'était enfoncé sous la Méditerranée. Maintenant, beaucoup de ces trésors inestimables ont émergé des profondeurs où ils avaient été relégués et ont été montrés au monde entier, nous permettant de jeter un coup d'œil sur l'ancien monde grec et égyptien. Héracléon, plus connu sous son nom égyptien original Toni, et parfois appelé Toni Héracléon, était une ancienne ville portuaire égyptienne située à 32 km au nord-est d'Alexandrie, dans la mer Méditerranée. Les scientifiques ont décrit Héracléon comme une ville bouillonnante, à en juger par les artefacts qui y ont été découverts depuis sa découverte. La découverte de cette ancienne ville perdue et retrouvée a un impact sur notre histoire, car elle révèle des histoires jamais racontées de civilisations perdues dans le temps. Numéro 2. La ville du Lion. La ville sous-marine, connue sous le nom de ville du Lion ou Shisheng, est cachée à 40 mètres sous la surface du lac Qiandao, dans l'est de la Chine. On croit que Shisheng est la ville chinoise la plus importante qui soit conservée en bon état. Beaucoup de ces maisons, structures de temples et chaussées pavées, ont été conservées grâce au fait qu'elles se trouvaient à 40 mètres sous l'eau. De cette manière, elle a été protégée du vent, de la pluie et des dommages causés par le soleil, selon les preuves trouvées. La ville perdue a été habitée pendant des siècles, mais elle est maintenant principalement utilisée comme attraction touristique sous-marine par les touristes et les experts en plongée. Sheng a reçu le nom de ville du Lion, en raison de la montagne Wuxi voisine, située dans le lac Qiandao. On pense que la ville de Shisheng a été construite pendant la dynastie Tang, en l'an 620 après Jésus-Christ, ce qui lui confère près de 1400 ans d'ancienneté. Selon les archives de l'histoire de la région, on pense qu'elle était assez grande, possiblement plus de 60 terrains de football, et qu'elle comptait 265 arcs dans toute la ville. Sheng était également inhabituelle, car elle a été construite avec 5 portes et tours, au lieu des 4 habituelles. On pense que la ville de Sheng remonte à la dynastie Han Dong. Le gouvernement chinois a planifié une expédition pour explorer les vestiges de la métropole perdue en 2001. Lorsque la ville a été redécouverte en 2011, la Géographie nationale de Chine a publié des photographies et des graphiques, ce qui a suscité l'intérêt du grand public et des chercheurs pour l'explorer. Numéro 1. L'Atliam. En 1984, au large de la côte méditerranéenne d'Israël, l'archéologue marin Ehud Galili a découvert un ancien établissement submergé depuis des millénaires. Au début, le site était un mystère, mais à mesure que les fouilles sous-marines progressaient, le voile se levait. Il s'est avéré être le site préhistorique le plus grand et le mieux conservé jamais découvert sur la côte méditerranéenne. Atliyam, un village de l'âge de pierre datant d'au moins 9000 ans,
s'étend à plus de 4 mètres de profondeur et comprend des maisons, des hôtels et de nombreuses tombes intactes contenant des dizaines de corps, des objets funéraires, des restes de filets et un autel en pierre sculptée. Cela en fait un site exceptionnel, qui nous renseigne sur le mode de vie des peuples côtiers pendant la période néolithique. Il n'y avait pas de réseau organisé, c'est pourquoi le site est décrit plus comme un village que comme une ville. Mais ses habitants vivaient dans de grandes maisons en pierre, avec des sols pavés, des cours, des cheminées, des entrepôts et des puits. Son exposition, cependant, a mis de nombreux artefacts en grave danger. Merci de nous avoir regardés, à la prochaine.